Rhinocéros, c'est une pièce de théâtre écrite en 1959 que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, du simple fait que c'est une œuvre qu'on étudie souvent au lycée, en cours de français. Une pièce qui fait partie de ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Et généralement, quand on étudie cette pièce, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que Ionesco a cherché à nous dire à travers Rhinocéros? Quel est le sens de cette pièce? Quel est son message? Et la réponse qu'on entend souvent, c'est que Rhinocéros serait une métaphore de la montée du nazisme, une métaphore de la contagiosité du nazisme. La contagiosité, c'est-à-dire le phénomène de contamination idéologique qui fait que le nazisme s'est progressivement propagé dans la population au point de devenir majoritaire. Et donc, le propos de Ionesco dans Rhinocéros, ce serait de dénoncer cette montée du nazisme. Alors avant de revenir sur tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, on va quand même faire un rapide résumé. L'action se déroule dans une petite ville de province, une petite ville tout ce qu'il y a de plus tranquille, et un beau jour, alors que les habitants sont en train de vaquer à leurs occupations, on entend un bruit. Un bruit de fauves en train de galoper. Les gens se retournent pour voir ce qu'il se passe, et là, en train de foncer sur la place de la ville, un rhinocéros. Évidemment, tout le monde est stupéfait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand il y a des rhinocéros dans cette ville? On ne comprend pas. Et non seulement on ne comprend pas, mais surtout, on a peur. Parce que c'est effrayant, un rhinocéros. C'est puissant. Ça charge. Ça détruit tout sur son passage. Et donc le temps que les habitants réalisent qu'ils viennent de voir passer un rhinocéros, qu'est-ce qu'ils voient? Un deuxième rhinocéros. Un troisième. Un quatrième. Ça n'en finit plus. Et au bout de quelques jours, on commence à comprendre. On commence à comprendre que ces rhinocéros ne se sont pas évadés de leur milieu naturel. Ce sont les habitants eux-mêmes qui se transforment en rhinocéros. Ils sont atteints de cette maladie qu'on découvre, la rhinocérite. Mais un drôle de phénomène s'installe. À savoir que si au départ, les gens avaient peur des rhinocéros, si au départ le rhinocéros était synonyme de terreur, d'inquiétude, de danger, petit à petit, on commence à s'habituer. Pire que ça, on commence à voir les rhinocéros d'un bon œil. Certains habitants commencent à vouloir devenir eux-mêmes des rhinocéros. C'est le début de la contagion. Il y a de plus en plus de rhinocéros dans la ville, au point qu'ils finissent par devenir majoritaires. Et à partir du moment où ils deviennent majoritaires, ce sont les humains qui commencent à être stigmatisés. Ce sont les humains qui commencent à avoir honte d'être des humains. Ils veulent tous ressembler aux rhinocéros. Ils veulent tous devenir rhinocéros. Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier qui résistera, qui refusera jusqu'au bout de céder à la contagion. Il va lutter, il va livrer un véritable combat intérieur pour ne pas succomber. Le rideau se ferme sur ces mots « Je ne capitule pas ». Donc voilà pour le résumé de la pièce. Et alors, pour reboucler avec ce que je disais précédemment, quand la pièce a été jouée pour la première fois en France, en 1960, elle avait d'abord été jouée en Allemagne en 1959, mais peu importe, les journalistes venus assister à la pièce l'ont immédiatement interprétée comme une métaphore du comportement des Français pendant l'occupation allemande. Comme une métaphore de la collaboration, si vous préférez. Ça paraît logique. Ionesco a assisté à la montée du nazisme en Europe. Il était lui-même juif.
donc directement concernés. Et il y a un détail dans la pièce qui donnait un indice, à savoir que les rhinocéros étaient représentés avec la peau verte. Or, le vert, c'était la couleur des uniformes de la police d'occupation. Donc a priori, pas de place au doute, pas d'ambiguïté. Rhinocéros était une allégorie théâtrale de la montée du nazisme. Mais sauf que, quand ces mêmes journalistes ont demandé à Ionesco d'expliquer lui-même le sens de sa pièce, eh bien sa réponse a été un peu différente, un peu plus subtile. Ionesco a en effet déclaré que ce qu'il avait cherché à dénoncer, ce n'était pas seulement le nazisme, c'était l'intégralité de ce qu'il appelle les hystéries collectives. Hystérie collective dont le nazisme n'est qu'un cas particulier, qu'une incarnation spécifique. Je vous propose d'écouter directement ce que disait Ionesco, ce sera plus simple. Rhinocéros est sans doute une pièce anti-nazie, mais elle est aussi surtout une pièce contre les hystéries collectives et les épidémies qui se cachent sous le couvert de la raison et des idées, mais qui n'en sont pas moins de graves maladies collectives dont les idéologies ne sont que les alibis. J'ai pensé avoir tout simplement à montrer l'inanité de ces terribles systèmes, ce à quoi ils mènent, comme ils enflamment les gens, les abrutissent, puis les réduisent en esclavage. Je hais le cosmos fasciste, je n'aime et je n'admire point le cosmos communiste. Donc vous l'avez entendu, Rhinocéros est une pièce qui dénonce le nazisme, mais ce n'est pas une pièce qui dénonce uniquement le nazisme. Rhinocéros est une pièce qui dénonce tous les systèmes idéologiques, tous les systèmes propagandistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc aussi bien le nazisme que le communisme. Et alors évidemment, quand on dit ça, on se heurte immédiatement à des levées de boucliers. Des levées de boucliers de la part de gens qui voudraient faire de Ionesco une figure intellectuelle de la gauche, une figure intellectuelle de l'antifascisme de gauche. Eh bien, c'est là que réside l'erreur. C'est là que réside le glissement interprétatif qui fait que si on résume Rhinocéros à une dénonciation de la montée du nazisme, on n'a rien compris. J'insiste, on n'a rien compris. Précisément parce que le propos d'Ionesco, c'est de dénoncer toutes les idéologies. Pas seulement le nazisme, pas seulement le fascisme, toutes les idéologies. Le nazisme s'est effondré, mais la tyrannie a survécu. Pas un intellectuel français n'accepterait de vivre une semaine sous les ordres des dirigeants chinois ou dans la Russie stalinienne ou post-stalinienne. La tyrannie est aujourd'hui à gauche. En 1935 comme en 1967, on demandait aux écrivains qu'ils fussent engagés et qu'ils fussent dans le sens de l'histoire, dans le sens de la marche. Le même chantage est utilisé aujourd'hui par les communistes, les soviétiques, les gauchards. Alors, je sais ce que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire. Vous êtes en train de vous dire que mettre sur le même plan deux idéologies aussi différentes que le communisme et le nazisme, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens ? Eh bien tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan une idéologie qui prône l'extermination des peuples inférieurs, le nazisme, et une idéologie qui prône l'abolition des inégalités sociales, le communisme. Une idéologie qui veut exterminer et une idéologie qui veut émanciper. C'est pas comparable. Eh bien justement, si. Pour Ionesco, c'est comparable. Alors, soyons bien clairs. Ionesco n'est pas un idiot. Il est parfaitement conscient que le nazisme et le communisme, c'est pas la même chose.
Il est parfaitement conscient que ces deux idéologies n'ont pas le même contenu doctrinal. Mais sauf que, pour Ionesco, chercher à comprendre l'idéologie par le contenu doctrinal, c'est faire fausse route. Parce que c'est s'en tenir à la surface du discours. C'est s'en tenir aux prétentions affichées, à ce que l'idéologie prétend défendre. Or, ce que nous dit Ionesco, c'est que ce ne sont pas les prétentions affichées qui comptent. Ce sont les motivations profondes. Ce sont les motivations cachées, inavouées. Inavouées parce qu'inavouables. Il est là le vrai sujet. Non pas que dit telle ou telle idéologie, mais que disent toutes les idéologies. De quoi toutes les idéologies sont-elles le masque? Et selon Ionesco, toutes les idéologies sont le masque d'une pulsion de domination. Les révolutionnaires d'aujourd'hui, les meneurs, les agitateurs, la libido dominandi d'aujourd'hui n'est différente que par la doctrine, celle-ci n'étant que le masque, la mystification de la même libido dominandi fondamentale. Quelle est la motivation affichée de tous les militants idéologiques? C'est de faire advenir un monde meilleur, un monde plus juste, un monde plus heureux. Ça, ce sont les motivations avouées. Maintenant, qu'en est-il des motivations inavouées? La réponse de Ionesco, c'est que la motivation inavouée des militants idéologiques, c'est un rêve de maîtrise. C'est un rêve de fabrication d'un monde dans lequel tout est sous contrôle. Un monde ordonné, un monde rationalisé, sans contradiction, sans rien qui dépasse. Un monde idéal. Idéal parce que relevant de l'idée. Idéal parce que relevant de l'idéologie. Ce qui est à l'origine de l'engagement idéologique, nous dit Ionesco, c'est un désir démiurgique. Le démiurge, chez Platon, c'est le dieu qui façonne la matière et qui, en façonnant la matière, ordonne le monde. C'est ça dont rêvent les militants idéologiques. Refaçonner le monde. Reconfigurer le monde. Le reprogrammer. Eh bien, tout le problème est là. Parce que vouloir reconfigurer le monde, c'est le symptôme d'une pathologie. Parce que c'est le symptôme d'un désir de toute puissance. Et ce désir de toute puissance est d'autant plus dangereux que c'est quelque chose qu'on a banalisé. On a banalisé le fait de vouloir façonner le monde, on a banalisé le fait de prétendre savoir comment il faut façonner le monde, et on le fait en se cachant derrière de nobles intentions. Derrière le fait que le monde va mal. Derrière le fait qu'il y a des injustices. Derrière le fait qu'il y a des gens qui souffrent. Et que donc, il faut les sauver. Il faut les sauver, même s'ils n'ont rien demandé. Même s'ils ne nous ont pas mandatés pour les sauver. C'est ça, le rêve de maîtrise. Passer par-dessus la volonté des peuples pour imposer le bonheur au peuple. Passer par-dessus la volonté des peuples pour imposer le salut au peuple. Le paternalisme, l'infantilisation, l'orgueil de ceux qui pensent que l'humanité a besoin d'eux. Même si l'humanité n'a pas conscience qu'elle a besoin d'eux. Voilà ce qui caractérise toute idéologie. Je ne dis rien de nouveau si je déclare que je crains ceux qui désirent ardemment le salut ou le bonheur de l'humanité. Quand je vois un bon apôtre, je m'enfuis,
comme lorsque je vois un dément criminel armé d'un poignard. Je crois que c'est là une tromperie nouvelle, une nouvelle justification idéologique de la même permanente impulsion assassine. Donc ce que nous dit Ionesco, c'est que derrière le prétendu désir de justice des militants idéologiques, ce qu'il y a en réalité, c'est une pulsion de domination, une pulsion de contrôle. Ce qu'il appelle, à la suite de Pascal et de Saint-Augustin, une libido dominandi. C'est ce qui l'amène à écrire cette fameuse phrase, que vous pouvez vraiment surligner: l'idéologie est un alibi. C'est un alibi du désir de pouvoir. C'est un alibi du rêve de maîtrise maquillé et rebaptisé en désir de justice. Derrière chaque monde idéal, derrière chaque prétention à sauver l'humanité, il y a une pulsion de domination.